Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram Christine Levicki pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Astrid Le Fur pour parler du burn-out. Astrid Le Fur est coach professionnelle, conférencière et auteure du blog Partage ton burn-out et du livre Du burn-out au burn-out, les 7 étapes vers la renaissance. Sa mission, c'est d'accompagner les personnes et les entreprises à transformer le burn-out en opportunité. Dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. D'abord, nous allons parler de qu'est-ce que le burn-out. Et puis, si on est concerné, comment fait-on pour se relever et transformer cette épreuve en opportunité ? Pourquoi les femmes sont-elles particulièrement concernées par le burn-out et comment soutenir une personne qui est en train de vivre un burn-out? Bonjour Astrid et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venue à t'intéresser à ce sujet du burn-out? C'est un sujet qui est venu à moi. Quelque part, j'étais à l'époque en 2016 ingénieure et je ne savais pas grand-chose du burn-out et le burn-out m'est tombé dessus. Donc au départ, je m'y suis intéressée parce que j'en avais besoin, parce que je me suis retrouvée un jour à plus pouvoir aller au travail sans comprendre pourquoi. Donc ça, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à ce sujet-là. J'étais chargée de programme de recherche. Mon métier, c'était la recherche scientifique. Et donc, je me suis dit, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe pour moi. Donc, mon nouveau projet, ça va être le sujet du burn-out. Donc, au départ, c'est une affaire personnelle. C'était pour me relever, pour aller mieux. Et ensuite, j'ai compris que tout ce que j'avais développé en connaissance, ça pouvait être utile à d'autres. Et c'est comme ça que j'en ai fait un sujet que j'ai souhaité partager. Voilà, donc tu as commencé par ouvrir ton blog, Partage ton burn-out, et ensuite tu as eu envie d'écrire un livre qui maintenant vient d'être édité aux éditions Vibert. C'est bien ça? Exactement. L'histoire a commencé en janvier 2019, quand le blog Partage ton burn-out est né. Alors au départ, en fait, suite à ce que j'avais compris du burn-out, j'ai eu envie d'interviewer des personnes pour voir si ce que j'avais compris s'appliquait aussi à d'autres. Donc c'est vraiment une démarche de recherche presque. Et quand j'ai vu qu'on vivait tous la même chose, que les personnes qui me racontaient leur histoire, non seulement ça leur faisait du bien de parler, mais elles avaient aussi envie d'écouter l'histoire des autres, c'est comme ça que je me suis dit qu'un blog, ça permettrait de partager au plus grand nombre ce que j'avais compris et toutes ces histoires que j'avais collectées. Ça, c'est le début du blog Partage ton burn-out. Le blog a grossi. Il y a très vite des centaines, des milliers de personnes qui sont venues sur ce blog, qui m'ont écrit pour me dire que ça leur faisait du bien. Et je me suis dit au bout d'un moment que ce serait bien d'organiser toute cette connaissance, tous ces éléments dans un livre structuré. Et c'est comme ça qu'est né le livre Du burn-out au burn-out. Super. Alors, le burn-out, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas toujours vraiment qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est le burn-out? C'est vrai que le mot burn-out, on en entend de plus en plus parler, parfois pas toujours à bon escient. Le burn-out, c'est une maladie du stress chronique. Quand le stress dure trop longtemps, est trop
intense, notre corps commence à se détraquer. Donc, il y a 3 dimensions au burn-out. Il y a une dimension qui est physique. C'est vraiment ce que ressentent les personnes en premier. Se disent, mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude, j'ai aucun souci, je vais au travail, j'ai la pêche, et là, je me sens épuisée ou j'arrive plus à faire les mêmes choses qu'avant, ou j'ai des maladies, des accidents que je ne comprends pas. C'est le premier élément, un élément physique. Et puis, il y en a 2 autres, qui sont les éléments psychologiques et émotionnels. Ça touche tout notre être. C'est pas juste une grosse fatigue. Alors toi, tu as écrit ton livre, ça s'appelle Le Burnout au Born-out. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est le Born-out? C'est un jeu de mots, qui m'est venu quand je me suis retrouvée en arrêt de travail, justement en 2016, très tôt. J'étais dans ma voiture en train de rentrer à la maison, me dire, bon, j'ai eu ce diagnostic, burn-out, et j'ai fait le jeu de mots dans ma tête, burn-out, born-out. Je me dis, bah, qu'est-ce que c'est? Born, ça veut dire naître en anglais. Je me dis, bah, born-out, c'est quoi? C'est une renaissance, mais une renaissance de quoi? Et c'est là que je me dis, oui, ça va être une renaissance de moi. Il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Donc ce titre, je l'ai utilisé, c'est quelque part la première chose que moi je me suis dit et qui m'a aidée dans la résilience, qui m'a aidée à remonter la pente. Je crois que c'est vraiment la pensée la plus importante pour aller mieux quand on vit un burn-out, c'est de se dire que quel que soit là où on en est au début, même si au début le tunnel est noir et qu'on ne voit pas de sortie, il y a une issue et cette issue, elle est pleine de lumière, de quelque chose de bon que l'on va pouvoir créer pour nous et pour notre environnement. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose de mieux? C'est vraiment l'idée que je transmets, qu'il peut y avoir un mieux après un burn-out et qu'il nous appartient de construire ce mieux. Ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus de façon toute faite et toute cuite. Et il y a des gens pour qui ce sera pas un mieux après le burn-out. Il faut être réaliste aussi là-dessus. Mais on a cette capacité à le transformer, à transformer sa vie pour qu'elle soit plus alignée, qu'elle nous corresponde mieux et qu'on puisse donner de soi pleinement sans s'épuiser après un burn-out. Alors, si on est concerné par la situation, comment est-ce qu'on fait pour se relever justement et transformer cette épreuve en opportunité? Tu dis, ça ne va pas nous être servi sur un plateau et ça nous appartient de le faire. Comment on fait pour transformer ce burn-out en burn-out? Donc ça, c'est une super question. Ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il y a plusieurs étapes au burn-out et donc en fonction de là où on en est, on ne fait pas la même chose. Au début, quand on se retrouve en arrêt de travail, quand du jour au lendemain, notre corps ne peut plus aller travailler, la première chose à faire et le plus grand apprentissage du burn-out, c'est d'apprendre à lâcher prise. Apprendre à dire, OK, c'est arrivé, ce que j'avais projeté dans ma carrière, dans ma façon de travailler, c'est pas ça qui va se passer puisque le burn-out nous invite à un changement. Donc la première étape, c'est lâcher prise. Et ça, C'est la phase… Oui, vas-y. Et un instant, ça ne doit pas être très facile parce que je pense que le burn-out touche particulièrement les personnes qui ont beaucoup d'ambition, qui aiment beaucoup être dans le contrôle, qui ont envie que les choses soient bien faites. C'est des personnes qui visent l'excellence, qui visent le fait d'avoir un impact, le fait d'être utile. Donc, ça ne doit pas être facile, cette étape. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est un des premiers apprentissages parce que quelque part, les personnes qui sont amenées à vivre un burn-out sont des personnes qui ont besoin d'apprendre à lâcher prise. Et comme tu le mentionnes, on va retrouver des profils de personnes perfectionnistes, battantes, qui ont des envies d'impacter le monde et qui se perdent quelque part entre qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde, qui est ça, et ce qui est juste et ce qu'on doit suivre, et le besoin de reconnaissance. Est-ce que je le fais parce que ce que je pense est juste ou est-ce que je le fais parce que j'ai besoin qu'on m'aime, d'être reconnu ou d'avoir un statut social? C'est cette ambivalence qu'il va falloir apprendre à discerner pour créer cette nouvelle vie. Et comment on fait pour lâcher prise? Alors, quelque part, le burn-out nous y invite, on n'a pas le choix parce qu'on est face au mur. Donc, c'est en ça que c'est une opportunité, c'est qu'on est sûr que notre schéma ne fonctionne pas parce qu'on a été au bout de ce schéma-là. Et notre corps nous dit, ben, quoi qu'il en soit, si tu continues à aller dans cette direction, moi, je t'arrêterai. Donc, on n'a pas le choix. On est obligé d'accepter ce qui se passe et apprendre à accepter qu'on ne maîtrise pas tout dans son environnement. C'est un élément qui est essentiel et qui va nous permettre, quelque part, quelle que soit la vie qu'on a plus tard, de pouvoir rebondir et poursuivre son chemin, quels que soient les éléments de la vie future. Donc, il y a un acte de confiance là, de se dire, OK, bon, ben, je pensais que j'avais le contrôle. Maintenant, je réalise que je vais dans le mur quelque part. Enfin, ça ne marche pas la manière dont j'essaye de contrôler et de performer. Et donc, voilà, là, la vie m'arrête et il faut que je lâche
en ayant vraiment un acte de foi et de confiance que ça va bien aller et qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Comme tu disais tout à l'heure, c'est important de se souvenir de ça parce que ça doit être très perturbant de perdre ce contrôle. Oui. Perdre tous ces repères, c'est perturbant, d'autant plus pour ces personnes qui sont très contrôlantes et qui ont eu l'habitude de réussir parce qu'elles ont contrôlé jusqu'à Mhm. maintenant. Et là, oser se dire, bon, j'ai conscience que ça va être différemment, je ne sais pas comment ça va être, mais quelque part, j'ai la foi que ça peut être mieux. Et je vais aller chercher comment faire pour créer cette vie où je peux être épanouie, parce que quelque part, les personnes cherchaient de l'épanouissement en donnant autant d'elles-mêmes, où je vais pouvoir être épanouie, mais sans m'épuiser ou sans quête de reconnaissance, quelque chose de plus aligné, de plus juste pour moi. Mhm. Et ça me fait penser, là, ça doit être difficile à cette étape-là parce que la quête de reconnaissance, c'est le regard des autres. Et donc, quand on est cloué au lit et qu'on est incapable de faire quoi que ce soit, ça doit être difficile de gérer le regard des autres à ce moment-là. La honte est omniprésente dans le sujet du burn-out. Les personnes, avant l'arrêt, vont tendance à aller trop loin parce qu'elles ont honte de ne pas y arriver, parce qu'elles vont avoir du mal à demander de l'aide. Alors, quand je parle de honte, souvent les gens vont dire « Ah non, mais moi, je n'avais pas honte ». Mais quelque part, quand on n'ose pas demander de l'aide, quand on n'ose pas saisir une main tendue, dire « j'y arrive pas », c'est ça qui se passe derrière. Oser ne plus être un super-héros aux yeux des autres, c'est pas facile. Donc ça, c'est avant. Et quand on se retrouve en arrêt de travail, ben là, c'est comme si on avait tombé le masque du super-héros et qu'on se dit, ben non, en fait, je suis une humaine avec des limites. Et ça, c'est pas facile à accepter. Je reviens juste sur un dernier point sur la honte. Quand on est en arrêt de travail, quelque part, on se sent inutile pour la société. On a l'impression de plus contribuer. Et pour ces personnes qui avaient l'habitude de donner beaucoup, c'est très difficile d'arrêter de contribuer et de se Mhm. retrouver en arrêt. Mhm. Donc, la première étape, c'est de lâcher prise. Exactement, premier apprentissage. Une fois qu'on a réussi ça, qu'on a réussi à accepter qu'on allait traverser un burn-out, aussi difficile soit-il, la deuxième étape, c'est ce que j'appelle la récupération. Récupérer, il y a 3 choses dedans. La première, c'est soigner toutes les blessures du passé. C'est un traumatisme, le burn-out. Et quand il arrive, quelque part, il fait ressortir tous les autres traumatismes qu'on a vécus. Et donc, c'est une opportunité de les trier, de se dire, ben voilà, j'ai aussi eu des blessures d'enfance qui, quelque part, créent nos schémas, qui fait qu'on va être une victime potentielle ou en tout cas un bon candidat au burn-out. C'est le moment de traiter tout ça. Pendant ce moment d'arrêt, on a le temps de s'en occuper. On est adulte, donc on peut le faire. Donc, traiter, soigner les blessures du passé, renouer avec son corps. Ça, c'est quelque chose d'important. On pense que les gens qui font un burn-out sont des gens qui s'écoutent trop. Et en fait, ce sont des gens qui ne s'écoutent pas assez, qui ont perdu le lien avec leur corps, qui ne l'écoutent pas chuchoter et qui vont trop loin. Donc, renouer avec son corps, ça peut être à travers de l'activité physique, marcher en nature, faire du yoga, toujours des choses très douces. Ça peut être aussi à travers le massage, la sophrologie, la méditation. Ça, c'est un autre point. Et le troisième point qui va dans cette dimension-là, c'est renouer avec des émotions positives. Donc ça, souvent, c'est assez paradoxal pour les gens qui sont en arrêt de travail, parce qu'on pense que quand on est en arrêt de travail, il faut aller mal. Or, pour remonter la pente du burn-out, il faut renouer avec des émotions positives, se faire plaisir. D'ailleurs, se dire qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui. Souvent, elles ont complètement oublié la notion de plaisir et ce qu'elles aiment dans la vie ou ce qui pourrait leur faire plaisir dans la journée. La notion de fierté aussi, mais de fierté intrinsèque. Donc, simplement, ça peut être de dire, bah, tiens, aujourd'hui, j'ai fait une peinture et waouh, je suis contente parce que c'est beau, indépendamment du regard des autres. Parce que souvent, la notion de fierté a été biaisée, comme on l'a dit avant, avec le fait d'être reconnu. Là, comment est-ce que je fais pour faire des choses dont je suis fière par moi-même, avec une motivation intrinsèque qui vient de moi, pour moi. Donc ça, c'est toute cette dimension, ces 3 éléments qu'on voit dans la récupération. Renouer avec son corps, avec les émotions positives, et puis soigner les blessures du passé. Une fois qu'on va mieux, ça nous permet Alors, d'aller mieux, tout ça. Vas-y. je peux te poser une question sur comment on Oui. soigne les blessures du passé? Alors, il y a plein de façons possibles de le faire. La façon la plus évidente à laquelle on pense, c'est la partie psychothérapeutique, c'est-à-dire parler avec un thérapeute des éléments de notre passé qui remontent à ce moment-là. Mais il y a plein d'autres outils aussi pour le faire. Donc, il y a des outils qui peuvent être, par exemple, l'art-thérapie, la danse-thérapie. On peut danser ce qu'on a vécu pour pouvoir l'exprimer, le dire. On peut l'écrire. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent leur histoire, par exemple, liée au burn-out. Parfois, elles le publient, mais parfois, juste parce que le fait de choisir les mots, les poser,
Ça vient ancrer l'histoire et ça nous permet de prendre du recul par rapport à tout ce qui s'est passé. Ça, Donc ça, c'est des exemples. c'est quelque chose qui a été important pour toi quand tu as écrit ton livre ou quand tu as ouvert ton blog, Partage ton burn-out, de pouvoir mettre des mots et de pouvoir raconter sur ce que tu avais vécu? C'est une bonne question, Christine. En fait, j'avais déjà écrit avant. J'avais écrit pour moi dans un carnet tout ce que je vivais. Je l'avais écrit d'ailleurs, le carnet du burn-out, du burn-out au burn-out. Je l'avais mis en titre de mon livre, de mon petit cahier, et j'écrivais tout ce que je vivais au fur et à mesure et tous les éléments de mon passé qui remontaient. Ce carnet, je l'écrivais pour moi et aussi parce que je l'utilisais comme outil de psychothérapie. Tout simplement, j'allais avec mon carnet en séance pour dire, voilà ce que j'ai décortiqué et c'était une base. Quand j'ai écrit le livre, je suis revenue à ce carnet-là. Il y a des éléments dans le livre qui sont des journaux de bord du burn-out. Ce sont des extraits de mon journal de l'époque. Super, merci, merci. Donc ça, c'était la deuxième étape, c'est ça? Comment tu l'as... Exactement. Voilà, ok. Et La donc, récupération, le la but, récupération. c'est d'aller mieux. On récupère de l'énergie. Quelque part dans le burn-out, c'est comme si on était tombé d'une falaise. Donc, on est en bas. Récupérer, c'est reprendre de l'énergie avant de remonter. Donc, il faut bien prendre en considération que si on est tombé d'une falaise, la montée, elle va être compliquée. Donc, il ne faut pas se précipiter au travail. L'étape d'après la récupération, c'est la reconstruction. Une fois qu'on va mieux, c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut se poser la question du retour au travail, qu'on peut se poser toutes ces questions de qu'est-ce qui fait que j'en suis arrivée là? Qu'est-ce que je veux pour moi demain? Et c'est à ce moment-là qu'on a cette opportunité de se dire, puisque tout est tombé, puisque tous mes schémas sont par terre ou tout ce que j'avais construit, qu'est-ce que je décide de faire aujourd'hui de ma vie? À quoi je veux contribuer? Comment est-ce que je veux investir mon temps? Parce que quelque part, on passe énormément de temps au travail. Si ça ne nous nourrit pas en retour, c'est qu'on n'est pas en train de contribuer à ce qui est vraiment important pour nous. Donc, c'est dans cette dernière étape qu'on peut se poser toutes ces questions. Et c'est pour ça que je dis que c'est une opportunité, parce que vu que tout est tombé par terre, c'est plus facile de construire du neuf quand on a rasé la maison d'avant. Et alors, où est-ce qu'on trouve des ressources pour se poser ces questions-là? Ça peut être surtout si on peut être enfermé dans des croyances limitantes, que c'est pas possible, que c'est pas raisonnable, que ça va être trop compliqué, qu'on a envie de générer des changements, mais on peut douter de soi. Comment est-ce qu'on navigue entre nos envies et puis nos limitations intérieures? Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on commence à se poser ces questions, on a souvent beaucoup de peurs qui arrivent, qui émergent, de OK, je veux changer, mais qu'est-ce que je change? Et peut-être j'ai des aspirations, mais j'ai l'impression que ce n'est pas possible pour moi. Et pour moi, le meilleur outil dans cette phase-là, c'est le coaching professionnel. Être accompagné avec une personne dont le métier est de nous aider à trouver nos propres réponses. C'est vrai que parfois, on a envie qu'il y ait un expert, un consultant qui nous dise ce qu'on doit faire ou ce qu'on va devenir. Je me rappelle d'une cliente qui m'avait dit j'aimerais que j'ai une machine à écrire qui imprime une feuille qui me dit voilà ce que tu es, voilà ce que tu vas faire, ce serait tellement plus simple. Et en fait, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est que c'est en nous qu'il y a les réponses et qu'il ne nous appartient qu'à nous de venir les faire émerger et de se mettre en chemin pour aller trouver toutes ces réponses aux questions qu'on se pose. Donc, avoir du soutien à ce moment-là pour avoir quelqu'un qui peut nous aider à nourrir cette conversation intérieure et qui peut nous poser des questions profondes, hein, des questions pertinentes. J'ai souvent le métier de coach. Quand j'explique mon métier de coach, je dis c'est un peu comme la maïotique de Socrate. Le métier d'un coach, c'est de poser des questions pertinentes qui vont permettre l'émergence de réponses riches. Et donc, c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui maîtrise cet art de la maïotique, parce que si on parle juste à notre conjoint ou à nos copines, en fait, on peut vite avoir des conversations qui tournent en boucle, en fait, et qui n'avancent pas parce qu'elles ne vont pas suffisamment en profondeur. Et c'est vrai que souvent, dans un coaching, quand on pose une question, les gens me disent « Ah, mais ça, c'est une très bonne question, je me la suis jamais posée !» Et c'est vrai que c'est ça l'art du coaching, c'est de poser ces questions pertinentes qui amènent à aller dans les profondeurs de l'être pour aller faire émerger ce que la personne a au fond de ses tripes et du coup ensuite contribuer à l'accompagner, à ce que sa vie soit alignée, à ce que ce qu'elle vit à l'extérieur dans sa vie soit aligné avec ce qu'elle porte en elle. Donc c'est vrai que je confirme que dans cette étape, un accompagnement de coaching peut être extrêmement bénéfique. Super. Alors, quelle est la suite? Quelles sont les étapes suivantes? Parce qu'on n'a pas fini. Alors, après la reconstruction, c'est ce que j'appelle
la nouvelle vie. Donc, la nouvelle vie, donc effectivement, quand je fais le dessin de la chute, je la mets au-dessus. On m'a dit, mais est-ce que c'est fait exprès? Oui, c'est fait exprès parce qu'il y a cette idée qu'on peut se créer une vie plus belle qu'avant. Mais ça ne veut pas dire que la nouvelle vie, elle est parfaite. Elle est faite de haut et de bas parce que c'est une vie normale. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Donc, tout ce qu'on a appris avant à travers le burn-out nous permet de faire avec ces hauts et ces bas parce qu'on a appris à lâcher prise, parce qu'on a appris à identifier ce qu'on voulait pour nous et, euh, et quel que soit ce qui se passe autour, à créer des possibles pour aller dans cette direction-là. Comment est-ce qu'on apprend à créer des possibles? Ça, on peut l'avoir fait une fois. Enfin, qu'est-ce qui aide le plus? Qu'est-ce qui aide le plus, tu penses, à garder l'esprit ouvert sur les possibles, à rester dans cette mentalité de quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Alors moi, c'est ce que je dis avec J'arrête de râler. Hein, je dis quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je ne serai victime de rien ni de personne. Et donc, bah, du coup, tout est possible. Mais selon toi, avec tes mots, qu'est-ce qui, toi, t'a le plus aidé ou qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour rester pour garder l'esprit ouvert sur les possibles, Mmh. malgré le fait que tu as des hauts et des bas? Mmh. Vraiment, ce que je garde au cœur de mon esprit, c'est cette idée de résilience. Quoi qu'il se passe autour, je peux transformer ce qui se passe, même si je ne l'ai pas voulu, même si c'est difficile, en quelque chose de bon. Je vais prendre un exemple avec justement la naissance de ce livre. Finalement, le livre, il est né du confinement. Donc moi, au moment, en mars 2020, quand on s'est retrouvés enfermés chez nous, je venais de créer mon entreprise, elle avait moins d'un an. Et je suis maman de 2 enfants en bas âge, et donc je me suis retrouvée du jour au lendemain avec des personnes, des entreprises qui annulaient mes rendez-vous, avec des enfants pour lesquels il fallait que je sois maîtresse à la maison sur 2 niveaux, presque à plein temps. Et quelque part, c'était quelque chose de difficile que je n'avais pas souhaité. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose qui me tombe dessus. Est-ce que je vais réussir à me sortir de tout ça, ou est-ce que finalement, je vais finir mère au foyer et puis tous mes rêves, les mettre de côté? Et donc ça, c'était quelque chose de difficile. Et je me suis dit, bon, si j'ai envie que cet événement devienne quelque chose de bon pour moi et pour les autres, qu'est-ce que je décide d'en faire? Comment je peux le transformer en une opportunité? Et c'est là que je me dis, ben oui, cette envie d'écrire un livre, je l'avais déjà, ça faisait au moins un an, peut-être plus qu'elle avait émergé. Je me dis, ben voilà, si j'ai envie de transformer cet espace qui arrive, en tout cas ce chamboulement de mon agenda professionnel, en quelque chose de bon, eh bien, je vais pouvoir écrire ce livre et je vais pouvoir dire par la suite, waouh, grâce au confinement, j'ai pu écrire un livre. Alors, bien sûr, si on regarde de l'intérieur, en étant mère de 2 enfants, c'est pas parce qu'il y avait de l'espace dans mon agenda, il n'y en avait pas. Je l'ai créé. C'est parce que j'avais cette envie de me dire, quoi qu'il arrive autour, je suis capable de le transformer en une opportunité de quelque chose de bon pour moi et pour les autres. Mmh, mmh. Et au passage, je veux juste témoigner de ça, tu en as pas parlé, mais témoigner qu'à ce moment-là, tu savais que ta vie était très remplie. Tu avais ce désir de transformer, cette situation en une opportunité. Tu avais ce désir d'honorer ce projet de livre et tu as fait le choix à ce moment-là d'investir pour te faire accompagner. Et ça, je trouve ça intéressant Exactement. aussi. Je trouve ça intéressant aussi de dire que parfois, transformer un challenge en une opportunité, on n'est pas forcément obligé de se mettre la pression de devoir y arriver seul. Donc, en l'occurrence, j'avais un mastermind que je lançais pour accompagner des auteurs et tu as choisi de saisir cette opportunité et de dire yes, je dis oui, je vais investir dans ce projet. Ça a coûté de l'argent, ça a coûté du temps. Mais je trouve ça important, notamment pour les personnes qui sont touchées par un burn-out, de se dire que quand on transforme et quand on développe cette résilience, et même si on l'a fait pour sortir de ce burn-out et pour le transformer en un burn-out, après dans la vie, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à nouveau besoin d'aide et qu'on ne décide pas. Peut-être d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on apprend dans le burn-out, c'est d'apprendre de se Oui, faire aider. investir pour soi et investir sur soi, je pense que c'est aussi un apprentissage important parce que, comme tu le mentionnes, vouloir s'en sortir, ça ne veut pas dire être seul. Et très clairement, on ne se sort pas seul d'un burn-out et on saisit une multitude de mains tendues. Donc, savoir se dire qu'est-ce que je veux et comment je me donne les moyens d'accéder à ce que je veux pour moi, c'est aussi un apprentissage essentiel. Se donner les moyens, c'est pour moi investir 2 denrées qui sont rares, le temps et l'argent. Mhm. Ce à quoi on passe plus de temps et ce à quoi on consacre notre argent grandit dans notre vie. Et donc, c'est des choix qui sont importants. Se dire finalement, est-ce que je préfère acheter un nouveau canapé ou investir pour pouvoir faire arriver, par exemple, ce livre ou quoi que ce soit d'autre dans ma vie.
Super, merci. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les étapes là? Oui, on est passé Oui. par toutes les étapes. C'était les premières qu'on n'avait pas vues, puisqu'on était on avait juste parlé de la remontée. Est-ce que tu veux que je te nomme les 3 premières, Oui, peut-être? bien évidemment, oui. Donc, la toute première étape du burn-out, c'est celle que j'appelle l'euphorie. Donc, souvent, on se dit, mais pourquoi ça fait partie du burn-out? C'est une étape qui est joyeuse, c'est un mot positif, parce que c'est là que se plantent les graines. Les super-héros dont on a parlé, ils prennent l'habitude d'un cercle vertueux, effort, réussite, récompense. Et donc, quelque part, il se crée une casquette, une cape de super-héros et leur entourage prend l'habitude aussi de ce niveau de performance. Donc, c'est à ce moment-là que se plantent les graines du burn-out. Donc ils sont dans Ensuite, ce cycle, effort, réussite, et heu, récompense. récompense, Donc, d'accord, leur OK. besoin d'être reconnu et nourri. Quelque part, ça vient créer ce cercle-là de cette croyance de quand on veut, on peut. C'est Mmh. vraiment une phrase, moi, qui m'animait beaucoup. Donc, je suis ingénieure de formation, je suis passée par des classes préparatoires aux grandes écoles, c'était des classes qui étaient difficiles, et j'ai nourri cette pensée que tout était possible pour moi, pour peu que je m'en donnais les moyens. Mais parfois, c'est épuisant quand on fonctionne 100% de son temps avec tout est possible, Mmh. et à un moment, notre corps, en fait, il peut plus. Et on n'est pas, et surtout, on n'est pas obligé. Tout est possible, mais pas forcément dans la douleur et dans l'effort. Je crois que c'est surtout ça que j'avais Mmh. pas compris. C'était cet élément-là. Donc ça, c'est C'est cette phase aussi c'est aussi d'euphorie. cette idée de qu'on entend souvent, c'est, pour y arriver, il faut juste travailler plus. C'est, Oui, plus, quoi. Si je travaille plus, et ben j'arriverai le seul moyen d'avoir plus, c'est de travailler plus. ou de Mmh. donner plus d'efforts, de se donner plus à fond, ou De se de... sacrifier du coup, plus. Exactement, de se sacrifier plus. D'ailleurs, il y a cette idée que le travail doit être difficile pour mériter d'être brillante, comme toi tu le dis avec ce mot-là. On a l'impression qu'il faut donner beaucoup, et toutes ces croyances, elles se créent à ce moment-là, Mmh. toutes ces pensées-là, dans cette phase d'euphorie. La phase d'après, c'est le moment où ce super-héros commence petit à petit à s'épuiser, parce qu'il fonctionne comme il est devenu dans une habitude de fonctionner toujours à fond, toujours plus, et c'est la phase qui s'appelle le burn-in. La personne commence à l'intérieur à s'épuiser, et à l'extérieur, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas quand on ne connaît pas les symptômes du burn-out. Mais c'est le moment où on commence à avoir plein de symptômes physiques. On en parlait tout à l'heure, du corps qui se dégrade, on commence à commettre des erreurs, on devient plus irritable. Si je fais un parallèle avec j'arrête de râler, c'est le moment où on râle. C'est le Mmh. moment où on a tellement plus d'énergie pour gérer les choses à l'extérieur que qu'on va se mettre à accuser les autres, à se positionner en victime ou à avoir un ton qui est non approprié à ce qui se Mmh. passe autour de nous. Et quels sont les symptômes corporels qu'on peut avoir à cette étape, qui sont pas on n'est pas complètement cloué au lit, mais quels sont le genre de symptômes qu'on commence à avoir? Donc, il y a une centaine de symptômes différents. Donc, c'est l'accumulation qui doit alerter. Ce qu'on retrouve souvent, on va retrouver souvent des symptômes au niveau du cœur. Mon cœur commence à s'emballer, par exemple la nuit, je ne sais pas pourquoi. On va retrouver des symptômes gastriques. Donc, il y a des gens qui vont être constipés, qui vont avoir des diarrhées ou qui vont avoir mal au ventre. Les gens qui vont avoir mal au dos, qui vont dire oh, j'en ai plein de dos, et qui ont effectivement mal au dos. On va retrouver des migraines. J'ai mal à la tête quand je reviens à la maison du travail, par exemple. On va retrouver des symptômes de peau, le psoriasis, l'eczéma. Tout ça, ce sont des maladies de peau qui sont liées au stress. Il y a des personnes qui peuvent avoir des troubles de la vue parce qu'elles n'arrivent pas à voir les choses en face. Leur vue se trouble effectivement, n'arrivent plus à lire les documents. Il y en a d'autres, ça va être lié à la mémoire. Elles n'arrivent plus à lire, pas parce que la vue se trouble, mais parce qu'elles perdent la mémoire ou parce qu'elles font des erreurs à répétition. Donc, il y a vraiment tout un tas de symptômes, et l'idée de fond, c'est que la personne se dit mon corps se détraque. C'est vraiment Mmh. bizarre, j'ai jamais été malade, et là, Mmh. j'enchaîne. Alors, Mmh. j'enchaîne, ça pourrait être des maladies virales aussi. Notre système immunitaire est abaissé Mmh. quand on est en phase de stress chronique. Mmh. Donc, c'est ce basculement de je suis jamais malade, on peut toujours compter sur moi, et là, quelque part, j'y arrive plus. Voilà, Même mais les ça se choses voit que pas à je faisais l'extérieur parce que habituellement. je continue à avancer, quoi. Je gère intérieurement, mais voilà, à l'extérieur, je continue à être au boulot, je continue à être à l'heure en réunion et voilà. Mais en même temps, je sens que c'est ça se fragilise. La personne va tout faire pour le cacher. C'est là que je parlais aussi de la part de honte. Elle va tout faire pour que son image de super-héros reste maintenue. Et quelque part, l'entourage qui a eu l'habitude d'un niveau de performance va pas voir non plus qu'il se passe quelque chose, parce que c'est tellement impossible que cette personne la flanche
et puis ça arrange bien tout le monde aussi qu'elle fasse tout ça. Donc, Mhm. quelque part, et l'environnement et la personne sont dans le déni, Mhm. jusqu'à un certain point où c'est plus possible de nier le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Tu peux nous parler, toi, de cette période? Comment c'était pour toi? Comment c'était pour moi? Donc, quand je parle de cette période de déni, moi, mon impression, c'est vraiment que le burn-out m'est tombé dessus. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Je pensais que moi, ça ne pouvait pas me concerner. Mais a posteriori, en regardant en arrière, pendant des mois, j'ai eu des symptômes de stress chronique. Donc, le cœur qui s'emballe la nuit, donc ça, c'est lié au cortisol notamment, c'est un trouble hormonal qui est lié au stress chronique. Donc ça, je l'ai eu, c'est très bizarre. Il y a des personnes qui vont consulter parce qu'elles se disent, mais j'ai un problème cardiaque, par exemple. J'ai eu des troubles de la vue, incapacité de lire un document ou à me concentrer dessus. Quand on lit une publication de recherche, c'est des termes qui sont compliqués, c'est en anglais, on a besoin de se concentrer. Il fallait que je lise plusieurs fois le même document pour comprendre le contenu. Les maladies de peau dont je t'ai parlé, moi j'en ai eu aussi. Et il y a quelque chose de particulier, notamment un été, c'était juste avant mon arrêt de travail, j'avais emmené mon téléphone du boulot. Je m'étais dit que je n'allais pas y toucher parce que j'avais compris qu'il fallait que je fasse une pause quand même, que j'étais stressée. Et puis quand même, à un moment, on avait 6 heures de voiture. Je me dis, bon, allez, je vais en profiter pour trier mes mails. Je vais utiliser ce temps perdu. À peine j'ai touché mon téléphone que ma main s'est couverte de petits boutons rouges, justement. Et quand j'ai été voir le médecin, il m'a dit, c'est une maladie idiopathique. Idiopathique, ça veut dire on ne sait pas d'où elle vient. Donc, je me dis, bah oui, c'est lié au stress. Ce n'est pas une maladie physique qui m'arrive, ce n'est pas une allergie au soleil ou quoi que ce soit. C'est parce que mon corps me disait, mais arrête de toucher ce téléphone et lâche un peu ces projets qui attendront ton retour de vacances. Mhm. 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 C'est impressionnant. Super. Donc là, c'est bon. Est-ce que tu peux du coup, on a fait le tour de toutes les étapes là? On a fait le tour de toutes les Est-ce étapes. que tu peux les reciter juste sans les expliquer, mais Dans juste les l'ordre. reciter dans Je l'ordre, les oui. recite dans l'ordre. La première, c'est l'euphorie. La deuxième, c'est le burn-in. La troisième, c'est la chute du burn-out, le moment où on se retrouve en arrêt. Ensuite, on a la décompression, le moment où on se retrouve dans son lit à plus pouvoir bouger. Ensuite, la récupération, la reconstruction, le moment où on repense le travail. Et enfin, la septième étape, la nouvelle vie. Super. Alors, j'ai une petite question sur la chute du burn-out et l'étape d'après. Comment tu l'as appelée, Oui, l'étape d'après? la décompression, tu as raison, on Voilà. ne les a pas abordées. Et voilà, et comment elles sont différentes, parce qu'elles m'ont l'air d'être assez proches. Elles sont très proches en temps. La chute du burn-out, c'est le moment, les quelques secondes où on ne peut plus aller au travail. D'accord. Donc, Mhm. cette chute, elle est souvent très brutale. Elle peut être juste parce que notre corps n'a plus d'énergie pour y aller. Donc, un jour, on est dans son lit le matin, on ne peut pas se lever. Il n'y a pas de cortisol pour nous réveiller, par exemple. Elle peut être liée, et c'est souvent le cas, à un événement qui s'est passé, un moment où effectivement on va lâcher prise, un moment où on se dit j'ai fait tout ça pour ça. Donc ça peut être un entretien avec notre manager où on apprend qu'on n'a pas eu la promotion qu'on attendait, où on faisait tous ces efforts parce qu'on attendait cette reconnaissance. Ça peut être un moment où on se dit malgré tout ce que j'ai fait, je vais pas, mon projet va pas aller au bout, quelque chose comme ça. C'est un moment où on lâche prise qui précipite le moment de l'arrêt de travail. Ça, c'est la chute. Mhm. L'étape d'après, la décompression, que j'appelle aussi décompensation, dépression, c'est le moment où l'arrêt a été prononcé. Quelque part, on se dit, puisqu'il y a un diagnostic qui est posé, puisque je suis en arrêt de travail, je vais aller mieux. Or, c'est le moment où notre corps va lâcher tout ce qu'il a retenu depuis des mois. C'est un moment très difficile. Je pense que c'est le moment le plus difficile du burn-out. Puisqu'on est dans une phase dépressive, psychologiquement parlant, on est au début du tunnel, on ne voit que du noir. Souvent, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir. Et en plus, physiquement, comme notre corps relâche tout ce qu'il a retenu pendant des mois, c'est des moments où on a encore plus de douleurs et de troubles physiques et physiologiques qui apparaissent à ce moment-là. Donc, ça peut faire très peur, mais j'ai dessiné ces étapes aussi pour qu'on se dise que ça n'est qu'une étape du processus. Après le burn-out, il y a la récupération. On remonte la tête, on sort de l'eau si on est tombé dans l'eau, dans l'image, et on peut commencer la reconstruction et aller mieux. Ça peut durer combien de temps, cette phase qui est si noire et si difficile? Alors, le risque dans le burn-out, c'est de basculer dans la dépression. C'est important de surveiller cette phase pour qu'elle dure au maximum quelques semaines, mais qu'elle ne se prolonge pas trop dans le temps, puisque si elle se prolonge, il y a un risque de basculer dans quelque chose qui vient toucher notre être encore plus profondément. Quand est-ce qu'on sait qu'on bascule dans la dépression? C'est quand on commence à développer une pensée que
tout ce qui nous arrive est de notre faute et qu'on commence à se tourner vers le passé et les regrets. C'est vraiment la différence que je fais entre les gens qui sont en burn-out et en dépression. Quand on est en burn-out, on est en colère et orienté vers le futur. On est angoissé du futur. Et quand on est en dépression, on est orienté vers le passé et les regrets. On est des victimes, on est des coupables tristes en dépression et on est des victimes en colère en burn-out. Quelque part à ce moment-là, le fait d'être en colère et d'accuser les autres nous aide à ne pas tomber dans la dépression, juste au début de la phase de l'arrêt de travail. Parce que ça permet de prendre conscience que les causes du burn-out sont liées à un environnement extérieur. Ça, c'est important, vraiment important à savoir. Ce n'est pas lié à une tare de l'individu, à un trouble psychologique, mais c'est lié à un contexte professionnel qui génère du stress et qui est toxique pour nous. Et donc, tu disais que, pour remettre un peu les pièces du puzzle, parce qu'on a un peu parlé des 7 étapes un peu dans le désordre, pour remettre les pièces, ce qui aide à sortir de cette phase vraiment qui est un peu noire, c'est de commencer à se faire du bien. Tu disais, quand on est arrêté, souvent on se dit, si je suis arrêté, c'est faut que j'aille mal. Et là, tu dis, non, à un moment donné, si je me souviens bien, l'étape d'après, c'est de se dire, voilà, je vais aller faire de la peinture, je vais aller danser, je vais faire un bouquet de fleurs ou je ne sais pas quoi, mais je vais faire ce qui me fait plaisir. Et d'aller vers le plaisir, vers le retour au corps et d'accepter qu'on peut aussi transformer cet arrêt maladie en des vacances, sauf que ce n'est pas vraiment des vacances, bien évidemment, mais s'accorder la permission de faire ce qui nous fait plaisir, de faire ce qui nous fait du bien. Et ça, c'est ce qui contribue à commencer à remonter la pente. C'est bien ça? Exactement. Ça, c'est un élément qui est essentiel. Déjà, réapprendre à se demander qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui et vraiment dans l'instant présent. Là, aujourd'hui, j'ai toute la journée devant moi puisque je suis en arrêt. Qu'est-ce que je vais mettre dans cette journée pour me faire du bien? Et c'est comme ça qu'une étape après l'autre, parce que les émotions positives vont nous aider à remonter la pente, à ne pas basculer d'ailleurs dans la dépression, à se sentir mieux. On va pouvoir récupérer de l'énergie et ensuite seulement élaborer le futur. Mais renouer au plaisir dans l'instant présent, vraiment, sans se lier au passé, au regret de ce qu'on aurait dû faire autrement pour que ça ne nous arrive pas, sans se projeter encore dans le futur de comment on fera autrement ou qu'est-ce qu'on fait après, mais vraiment dans l'instant présent, qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui? De quoi j'ai besoin pour être bien? Super, super, super. C'est passionnant toutes ces étapes. Alors, pourquoi, selon toi, est-ce que il y a autant de femmes qui ont des burn-out? Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui ont des burn-out? Donc, il y a des études qui montrent qu'il y aurait 2 fois plus de femmes que d'hommes qui vivent un burn-out. Je garde des parenthèses parce que je ne sais pas s'il y a 2 fois plus de femmes qui osent le dire que d'hommes. Ça, c'est aussi un élément clé, mais on peut en reparler après. Par contre, il y a des caractéristiques liées au burn-out des femmes. Il y a plusieurs éléments. La première à laquelle on pense, c'est la part de charge mentale. Le fait que dans cette transition de vie professionnelle qu'on a, avant on était à la maison et on n'avait qu'une seule chose à faire, on avait des milliers de choses à faire à la maison, mais quelque part on avait une vie à gérer. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une société où à la fois, on attend de nous-mêmes en tant que femmes d'être parfaite en tant que maman, d'être 100% disponible, de peut-être jamais s'énerver, d'avoir une maison parfaite et en même temps, d'être parfaite au travail comme si on n'était pas maman à côté, comme si on n'avait que ça à faire. Et cet équilibre des deux et cette envie d'être parfaite dans les deux fait qu'on a tendance à s'épuiser parce qu'on a envie de lâcher aucun des deux. On a envie de tout faire parfaitement bien et quelque part, on se flagelle de se dire je ne suis pas assez à la maison ou je ne suis pas assez au travail. Donc ça, c'est un des éléments. Donc ça, c'est la part de charge mentale, d'avoir double métier à temps plein. Il y a une autre dimension qui est liée à l'éducation des femmes. Quelque part, on nous a appris à justement être parfaite et à être des petites filles sages qui font bien ce qu'on leur demande. Donc bien conciliante, bien souriante, on ne fait pas de vagues, on rend service. Exactement, on rend service, donc on va se porter volontaire pour tout un tas de choses qu'on va se rajouter en plus de ce qu'on a déjà à faire dans nos 2 métiers à temps plein. Et ça fait partie des profils des gens qu'on va trouver dans les gens qui font un burn-out. Le profil de perfectionniste, c'est important de faire bien et c'est ce qu'on apprend aux petites filles, de faire parfaitement bien. Et ce profil de penser aux autres avant soi. Moi, ce que j'appelle, c'est le profil des gentils.
qui Mhm. pensent aux besoins des autres avant les leurs et qui vont donc s'épuiser à répondre aux multiples et infinis besoins des autres sans oser exprimer leurs propres besoins, sans oser dire oui, il faudrait le faire et moi en même temps, je peux pas, j'ai pas le temps ou ça m'arrange pas de le faire. Ah oui, ça Donc, c'est difficile hein, pour une femme de dire ça. exactement, on se sent coupable de se dire je suis pas là pour les autres, on va plus m'aimer si je le fais Mhm. pas ou je suis pas à ma place. Il y a une étude qui a montré que même au travail, donc là on pense tout de suite à la maison, mais même au travail, les femmes ont tendance à prendre plus que les hommes des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée pour elles. Donc c'est elles qui vont débarrasser après le café, par exemple, elles vont le faire spontanément, c'est elles qui vont se porter volontaire pour prendre les notes de la réunion, et tout ça c'est des tâches en plus Mhm. que quelque part, nous, parce que je suis une femme, hein, nous avons appris dans la société, dans les comportements de la société et qu'on a besoin de désapprendre pour pouvoir avoir une vie épanouie et pour pouvoir dépenser l'énergie qu'on veut à ce qui nous semble le plus important et pas à ce Mhm. qu'on doit faire. Mmh, mmh. Alors, comment est-ce qu'on peut soutenir une personne qui est en train de vivre un burn-out? Ça peut être notre conjoint, ça peut être notre sœur, notre copine, notre voisine ou notre collègue de travail. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Déjà, peut-être, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui, au contraire, peut être beaucoup plus aidant? Hmm. Alors, je vais commencer par qu'est-ce qui ne marche pas, parce que je pense que c'est les warnings les plus importants à retenir. La première chose, quand la personne commence à aller pas bien, quand elle commence à exprimer le fait que ça ne va pas, ou quand elle est au début de l'arrêt, ce qui est important, c'est d'éviter de nier ce qui se passe pour la personne. Souvent, quand on est proche aidant, ça nous perturbe nous aussi. Notre conjoint ou conjointe super-héros, on a bien envie qu'il reste comme ça, et on a envie d'empêcher la chute, de tout faire pour que ça n'arrive Mmh. pas. Donc, soit de façon gentille, en disant je vais te préparer des cocktails de vitamines, tu vas voir, ça va aller bien. Mais quelque part, on ne parle pas du vrai sujet qui est les sources de stress chronique. Ou quand c'est de façon plus pernicieuse, ah non, pas toi, tu ne vas pas t'arrêter, on a besoin de toi, n'y pense pas ou ne deviens pas hypochondriaque, etc. Ou Donc c'est dans ça, la tête? c'est dans la tête, t'inquiète pas, tu vas te reposer une semaine, quand tu vas y retourner, tout aura changé. Non, ça n'aura pas changé et on ne va pas y retourner au bout d'une semaine, probablement. Donc Mmh. ça, quand on a, et c'est vraiment une réaction qui est très spontanée au début parce que le proche aidant, il a peur de ce qui se passe. Donc, il est en résistance. Ça crée par contre de la distance avec la personne qui vit le burn-out, qui va se dire, mon conjoint, ma conjointe ne me comprend pas, je ne peux pas lui parler, ou ça lui plaît pas. Je suis quelqu'un de pas bien, je vais plus être aimable. Je Euh, dérange, en fait. je Je dérange, dérange, mon voilà. mal-être dérange. Exactement. Donc, ça va empêcher la discussion. Or, la chose dont a le plus besoin votre proche, c'est de pouvoir être écouté, de pouvoir être entendu. Donc, quand on n'est pas professionnel de l'écoute, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est juste de laisser parler l'autre, de l'entendre, éventuellement de poser des questions ouvertes sur comment tu te sens, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, mais de ne pas préjuger ni de l'état de l'autre, ni de ce qu'on peut faire, en laissant l'autre s'exprimer. Voilà, je pense que ça, c'est l'élément le plus important. Écouter ce que l'autre a à dire et demander en quoi est-ce que je peux être utile. Et peut-être qu'il n'y a pas de réponse, mais l'autre sait, parce qu'on a posé la question, que si à un moment, il y a un besoin, il va pouvoir revenir vers nous. Mhm. Alors, dans ton livre, tu as même fait des encarts, hein, tu as fait des encarts à destination des proches aidants et tu as aussi fait des encarts à destination des ressources humaines et des managers. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi tu as voulu faire ça? Oui, parce que je pense aussi que l'entreprise a absolument besoin de se saisir de ce sujet du burn-out. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des causes qui sont liées à l'environnement de travail et ça appartient à l'entreprise. Donc, quelque part, se poser la question de qu'est-ce qui génère du stress chez nos collaborateurs et les traiter, ces questions-là, oser avoir ces conversations difficiles, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui en entreprise. Ce qui fait que les entreprises échouent aujourd'hui pour beaucoup à gérer le nombre de salariés qui sont en burn-out, en épuisement, c'est le fait qu'on a tendance à penser que c'est un problème individuel, que c'est l'individu qui va devoir trouver des solutions. Au mieux, on lui offre un accompagnement thérapeutique à travers une mutuelle qui rembourse les séances de psychologie, mais à aucun moment, ou en tout cas pas souvent, le système se remet en question et se dit, si on a une personne ou plusieurs personnes épuisées dans nos équipes, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement de travail et sur quoi est-ce que nous pouvons agir, nous pouvons prendre responsabilité pour transformer cet environnement en un environnement qui est performant,
sans épuisement de nos collaborateurs. Hmm. Et donc donc toi, tu interviens en entreprise, hein, tu fais des interventions. Et donc, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui se dit, où est-ce que ça bloque peut-être dans cette remise en question, ou au contraire, où est-ce que ça marche? Qu'est-ce que tu observes pour l'instant? Alors, qu'est-ce que j'observe qui marche le plus? Ça marche quand on a une direction qui a sincèrement envie d'agir pour le bien et la performance des salariés. Vraiment, les moments où ça marche le mieux, c'est quand un dirigeant me dit, ben voilà, je remarque qu'il y a certains salariés qui vont pas bien. Pas forcément qu'ils soient en arrêt, ça peut même être en amont. Et j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie qu'on travaille sur le sujet. Soit parce qu'on fait une conférence d'information, soit la plupart du temps, quand ces dirigeants sont impliqués, on fait du coaching d'équipe ou du coaching du dirigeant lui-même, qui se dit, je sais que cette entreprise, elle fonctionne en lien avec moi. Et si moi, je génère quelque part des éléments qui peuvent soit montrer un comportement de surperformance, je vais entraîner les autres avec moi. Donc ça, c'est ce qui marche le mieux quand on a une direction qui a envie de faire quelque chose et qui se dit, on va travailler sur l'environnement de travail. Et je suis prêt à me remettre en question personnellement. Ça, c'est vraiment du gâteau quand on en est là. Qu'est-ce qui ne marche pas à l'inverse ou qu'est-ce que je vois comme réticence les plus grandes? C'est l'entreprise qui va se dire, si j'ose aborder le sujet, c'est parce que je suis coupable. Mmh. Et donc ça, c'est ce qui empêche le plus les entreprises de s'en saisir, c'est de se dire, si jamais on fait une conférence pour expliquer ce que c'est que le burn-out, ne serait-ce que pour que les salariés se protègent eux-mêmes, ou si je me fais accompagner en coaching, ils vont penser que c'est moi la cause, que c'est moi qui suis, moi en tant qu'entreprise ou moi en tant que dirigeant, qui suis pas la bonne personne ou qui suis coupable. Je pense que c'est ça la pire des pensées. Et responsable du burn-out des gens. Mmh. Exactement. Or, quelque part, alors moi je fais la différence entre la culpabilité et la responsabilité. On est responsable quand on peut prendre action pour agir. Donc oui, l'entreprise est responsable puisqu'elle peut agir et c'est vraiment là qu'on peut trouver des solutions sur le système de l'environnement de travail. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est coupable du fait qu'il y ait des personnes qui se soient épuisées dans l'entreprise ou qui soient en mal-être. Mmh. Donc, quelque part, ça nécessite déjà du développement personnel, d'oser ouvrir une porte qui pourrait nous déranger. Mmh. Et est-ce que tu peux nous donner une ou deux idées de choses peut-être que certaines entreprises ont pu mettre en œuvre? J'imagine que chaque entreprise est différente et c'est des contextes différents, mais sur quoi on va commencer à essayer à générer du changement dans l'organisation de l'entreprise? Alors, la première question, il y a deux niveaux. Hein. Il y a un niveau de je m'informe sur ce que c'est que le burn-out et je suis formée à identifier en amont les salariés qui sont en souffrance et j'ose ouvrir la discussion avec ces salariés. Donc ça, Mmh. c'est vraiment un premier niveau qui est presque au niveau, j'ai envie de dire, de la réparation. C'est une fois que quelqu'un est en souffrance, mais on n'est pas obligé d'attendre l'arrêt de travail parce que on a quelque part ce prisme en tant que manager d'observer ses collaborateurs et se dire, ah tiens, je vais faire attention à un tel ou un tel, je sens qu'ils sont en train de rentrer dans un cercle vicieux, j'ouvre la discussion avec eux. Ça, c'est un point clé du Mmh. burn-out. Souvent, c'est le manque de soutien. Au-delà de la surcharge, si on est surchargé, mais qu'on peut trouver du soutien, notamment auprès de son manager en ouvrant la discussion, eh bien, on est capable de trouver des solutions. Donc Mmh. là, le manager, il peut faire ça, se dire, ben voilà, je vais ouvrir cette discussion, voir comment ça se passe pour identifier quelles sont les sources de stress ou de croyances de mon collaborateur ou de ma collaboratrice pour pouvoir agir. Donc ça, c'est cette dimension-là. L'autre dimension, c'est vraiment une dimension coaching beaucoup plus amont de quelle est ma posture de manager ou de dirigeant, qu'est-ce que j'ai envie d'insuffler dans mes équipes, comment je le fais, quel est mon rapport à la performance. Mmh. Et donc là, je parle de leadership conscient. Quelque part, c'est normal qu'une entreprise ait envie de performer. Même nous, en tant qu'individus, on a envie d'aller au bout de ce qu'on veut, mais il y a une façon écologique de le faire qui ne va pas dans le sens de l'épuisement des collaborateurs, mais dans le sens, au contraire, de l'épanouissement de chacun. Mmh. Mmh. Super, super, super. Alors écoute, Astrid, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, ou un mot pour la fin? Quelque chose pour conclure cet épisode, on va le conclure comment? Moi, j'ai envie de conclure vraiment avec ce message d'espoir de se dire, ben, si jamais vous vous retrouvez confronté au burn-out, à quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas voulu, que vous n'avez pas souhaité, qui est difficile, eh bien, permettez-vous, osez-vous
Osez croire que c'est quelque chose, c'est une opportunité, quelque chose que vous allez pouvoir transformer en quelque chose de bon pour vous et pour les autres. Je pense que c'est ça le plus important, cette idée de résilience. Quoi qu'il arrive, je suis capable de le transformer en quelque chose de bon. Et c'est potentiellement le début d'une nouvelle vie qui sera meilleure pour moi et pour les autres, si c'est mon cas. Super. Alors dis-moi, Astrid, où est-ce que les auditeurs et auditrices peuvent te retrouver? Déjà, bien évidemment, se procurer ton livre Du burn-out au burn-out aux éditions Vibert. Ensuite, donc, il y a ton blog www.partagetonburnout.fr ou .com? .fr. .fr, ok. Et ensuite, où est-ce que tu es présente sur les réseaux? Et j'ai un site aussi professionnel où j'explique justement tout ce que je fais, aussi bien avec les entreprises qu'avec les particuliers, les personnes qui se retrouvent en burn-out, qui s'appelle astridlefur.com, comme mon nom, .com. Après, sur les réseaux, on me retrouve sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram. Avec le nom Astrid Le Fud ou avec le nom Partage ton Burnout? Alors, sur Facebook, on va me retrouver avec le nom Partage ton Burnout, sur LinkedIn, Astrid Le Fur, et sur Instagram, Astrid de Partage ton Burnout. Super, génial. Merci beaucoup Astrid, à bientôt. Merci Christine. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.